effectivement sur les saisons d'avril-mai, enfin c'est assez facile parce qu'il commence à faire beau, on est sur les sentiers donc c'est super agréable. Par contre, faire de la vitesse et se forcer à sortir quand il fait mauvais et tout là en plein hiver, mentalement c'est super dur, je trouve. Au-delà de courir, c'est de se forcer à faire de la vitesse, c'est encore plus compliqué. Alors je sais pas si toi tu le vis aussi comme ça. Non, au contraire, même je trouve qu'à D'accord. l'hiver, ça peut être bien à faire un cycle de vitesse parce que du coup, voilà, justement, s'il fait mauvais, qu'il fait froid, vachement motivé moins motivé pour faire des sorties de 3-4 heures. Par contre, une sortie qui va durer 1 heure et quart avec de l'intensité, finalement, ça passe assez bien. D'accord, ouais. Ouais, Puis après, il y a beaucoup de séances aussi qui sont faites avec le club, donc déjà en groupe ça motive aussi. Et ça avec des séances de qualité en groupe, ça aide quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a des fois quand il fait très froid et humide, bon oui, il faut se bouger un peu pour sortir. Après, bon, le plus dur c'est les premiers pas. Après, ça va lancer, ça va. ouais, c'est vrai, faut passer la phase. Puis pour le coup, faut bien penser à s'échauffer bien correctement parce que effectivement, Oui, là, bien s'équiper, puis pas partir trop fort au début des échauffements. c'est, Et là, en progression, ouais. alors après, toi, j'imagine, enfin avec le club, peut-être vous courez sur piste, parce que j'allais dire là, des fois, Assez moi, peu. assez peu, ouais, parce que les chemins des fois là sont un peu détrempés. Pour le coup, les sensations sont pas les mêmes non plus que quand le terrain est bien sec. Ouais, bah après nous, c'est vrai que c'est un club d'athlétisme, mais finalement on fait relativement peu de pistes. Par contre, il y a un parc juste à côté avec pas mal un peu de bitume, un petit peu de chemin propre. Donc on fait souvent les séances un peu dans le parc. Il va y avoir des petites bosses, des petits virages plutôt sympas. Ouais, parce que c'est vrai que bon, la plupart des trailers, même s'ils savent que la piste c'est quand même assez pratique pour bien mesurer sa vitesse. La plupart des trailers, ils aiment pas trop. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Je me rappelle de récits de course où tu évoquais des difficultés que t'avais vécues, notamment côté alimentation. Et je crois que dans tes Ouais. derniers récits, t'en parles beaucoup moins. Donc, est-ce que tu l'as résolu et comment, en fait, qu'est-ce qui a été un facteur de réussite sur ce plan-là? Parce que c'est souvent un des problèmes récurrents aussi des trailers. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé les formats longs, j'avais, alors pas à chaque fois, mais j'avais souvent des nausées, surtout quand il faisait chaud. D'accord. Quand il faisait froid, j'avais quasiment jamais de soucis. Quand il faisait chaud, par contre, ouais, j'étais assez pris par les nausées, les vomissements. Et ça a diminué quand même, ouais, d'année en année. Alors, pour deux raisons, je pense. La première, c'est que du coup, le corps s'est un peu habitué Hmm. à ce type d'effort. Donc, voilà. Après, en régulant un petit peu aussi ma gestion d'effort, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à peut-être un peu trop forcer, être un petit peu moins prudent. Euh, voilà, puis après, c'est vrai que maintenant, je fais quand même pas mal attention un peu plus à ce que je mange, surtout avant la course. D'accord. Ça, je pense qu'on a pas mal joué. Euh, Avant, c'est vrai que je fais attention à charger un peu en glucides, mais c'est tout. C'est vrai que maintenant, j'essaie quand même de faire plus attention à ne pas manger trop acide et garder du coup un pH relativement neutre sur l'alimentation qui précède la D'accord. course, et qu'après, un petit peu, pendant la course, maintenant, voilà, il y a des choses que je sais qui me conviennent bien, donc j'ai fait un petit peu mon tri en termes de boissons énergétiques notamment, et puis de bars aussi. Ouais, Donc c'est vrai que maintenant, j'ai plus trop de soucis. Quand il fait chaud, je sens que des fois c'est un peu limite, mais du coup, j'arrive à gérer l'effort en fonction, et c'est vrai que ça passe. Ça passe. toi, tu vas être plutôt avec un camelback ou avec des flasques et avec de l'eau et une justement avec un mélange ou Ouais, ouais, je prends les flasques avec d'accord, toujours voilà, au moins une d'eau et une de boisson énergétique. d'accord, Ça va être varié. Et d'ailleurs, le camelback, c'était, à mon avis, aussi l'une des raisons qui me faisait des nausées, parce que j'ai toujours eu du mal. En fait, pour le camelback, avec la pipette, il faut aspirer. oui, Et
du coup, ça donne une gêne, enfin, je pense que ça donne une gêne dans la respiration, de voir en aspirant, en forçant d'aspirer, alors qu'avec quand c'est un bidon ou quand c'est les flasques, il suffit on compresse la flasque ou le bidon, et du coup, on a juste à passer, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour aspirer. D'accord. Et j'ai l'impression que ça a joué un petit peu aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Alors moi, je suis beaucoup camelback parce que c'était plus facile quand tu as des longues périodes entre deux ravitaux, mais Oui. je m'aperçois qu'effectivement, régulièrement, moi, le goût de l'eau, tu vois, juste de l'eau, ça me manque. Donc, je suis revenu vers moins dans le camelback et avec aussi une petite bouteille d'eau à côté. Donc, c'est vraiment... ouais, je pense qu'il faut trouver les bonnes adaptations. Et après, tu as le dosage de la boisson qui est toujours aussi un peu compliqué. Enfin, je pense que quand tu as trouvé une boisson qui te convient, déjà, faut pas changer 50 fois de marque. Quand ça convient, c'est déjà pas mal. Oui, Quoi. ouais, c'est sûr. Et après, c'est vrai que le dosage peut dépendre aussi des conditions extérieures. S'il fait chaud ou froid, on peut doser plus ou moins la boisson. C'est clair. Et toi, tu es quelqu'un de mémoire qui court aussi beaucoup avec les bâtons tous les formats longs, je prends les bâtons. Ouais, je ne pose même plus la question maintenant. Maintenant, de toute façon, je suis pas encore très très bon en montée. C'est vrai que dès que ça monte, j'arrête rapidement de courir pour passer en mode marche. Ensuite, du coup, les bâtons, ça m'est assez utile. Puis c'est vrai que maintenant, plus ça va, plus je suis habitué. Donc tu as le bon mouvement, la bonne technique, ouais. Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est assez automatique. Donc, je l'utilise assez régulièrement. Puis, là, je trouve un bon système aussi pour les mettre dans le sac à dos pour pas qu'ils soient gênants. Parce que ça aussi, des fois, on n'a pas envie de garder trop à la main si on n'a pas besoin sur toutes les portions des parcours. Maintenant, il y a des bons systèmes pour les fixer. Ouais, les accrocher, ouais. Donc, je les prends tout le temps, quasiment. D'accord. Et quand tu t'entraînes, tu fais des entraînements maintenant, enfin c'est quand tu fais ton dénivelé que tu vas t'entraîner à la marche avec le bâton en montée, quoi. Tu fais pas un truc des séances spécifiques marche avec bâton. Si, ça arrive. C'est pas souvent, mais après, bien sûr, je les prends sur les. Alors, quand on entend d'ultra, je parle donc sur l'été, je les prends sur les sorties longues. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur une petite sortie un peu cool. Donc le lendemain d'une séance fractionnée, par exemple, au lieu de faire un petit footing cool, je fais plutôt une montée-descente. 1000 mètres de montée, 1000 mètres de descente, mais vraiment à allure cool. Donc ça prend 1h30 et je prends donc avec les bâtons et en montant en rando course sur une sortie d'1h30. Donc ça permet d'avoir une deuxième sortie où je prends les bâtons. Et puis après, quelques fois, je fais vraiment des sorties spécifiques bâtons qualitatives, donc du fractionné en côte avec bâton. D'accord. Quelques fois aussi des foules bondissantes avec bâton. Sur des répétitions, des montées de 3 minutes par exemple, avec 30 secondes de foulée bondissante, 30 secondes de cours, 2 minutes de marche, sur une pente bien raide, et puis après on va récupérer en descente. Voilà. Par exemple, ça arrive, c'est pas souvent que je fais ce type de séance, mais ça arrive. Mais ça arrive aussi, d'accord. Et j'imagine, enfin, tu vois, j'essaie de balayer puisqu'en fait, il y a pas très longtemps, il y a eu l'ultra conférence là à Chambéry et j'ai rediffusé en podcast les interventions des différents intervenants et à un moment, il y a toute cette partie planification de course et on a bien vu que toi, tu avais quand même un planning de course avec des temps objectifs, donc on voit que tu prépares ta course comme il le conseillait de toute façon. Et justement, il parlait en même temps de la préparation des courses avec les différentes séances d'entraînement. Donc, on voit que tu suis à peu près le même chemin que ce qui était conseillé. Donc, ça veut dire que c'est plutôt en cohérence pour réussir un ultra. C'est quand même l'objectif des conseils qu'on essaie d'apporter sur le blog, c'est de réussir les ultras. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Toi, sur l'équipement en matériel, tu as fait des tests pour trouver des choses qui te convenaient ou globalement, t'as pas eu de gros sujets là-dessus tu utilises encore, toi, des trucs de compression ou pas forcément? Non, ça je n'utilise plus. Moi, j'avais
j'avais essayé, au début c'était un petit peu la mode. Ouais, la mode, exact. Après, j'y voyais pas de bienfait particulier. Alors, j'y sentais surtout un bienfait, alors pas sur la compression en elle-même, sur le retour veineux, mais plus sur le maintien musculaire, sur les trucs longs, parce que du coup, j'ai l'impression que les muscles étaient un petit peu maintenus et du coup, ça cassait un peu moins les fibres. Mais c'est vrai que ça, on va dire, toutes les sorties, sur les 2 premières heures, j'avais plutôt l'impression que ça me faisait des jambes lourdes, des mauvaises sensations. Et puis après, par contre, sur la durée, on va dire passer 15-20 heures, l'impression que les jambes, finalement, étaient un peu mieux préservées. Mais mis à part ça, ouais, j'ai un peu, je n'ai pas trouvé trop d'efficacité. Donc du coup, après, ouais, j'ai arrêté les mollets. Après, c'est vrai que j'ai conservé une petite compression, mais du coup, c'est du maintien sur les cuisses. D'accord. Voilà, parce que le short que j'utilise, que je trouve très confortable, il le propose. Mais sinon, je suis pas trop là-dessus. Après, en termes d'équipement en général, c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un partenariat avec Salomon, donc je choisis les matériels dans la gamme Salomon. D'accord. Et puis, après, ouais, à force d'essai, je sais qu'il y a des choses qui me conviennent bien, mais d'autres un petit peu moins. Et puis, c'est vrai que là-dessus, il y a quand même pas mal de bons produits, notamment au niveau des sacs à dos. Après, c'est vrai que tout le vestimentaire, on va dire, ça n'attache pas une grande importance. Pour n'importe quel t-shirt, ça va, quoi. Oui, ça passe, je suis d'accord. Ça, c'est clair. J'ai vu que sur le site, en même temps, tu as une partie où tu fais une proposition en tant qu'entraîneur. Et tout à l'heure, tu disais qu'en même temps, tu le faisais dans le club. Donc, c'est en fait t'as un peu une double casquette en tant que coureur qui fait déjà des grandes courses, plus en fait entraîner des groupes ou des individus au fur et à mesure. Donc, c'était une volonté de développer aussi cette casquette-là, quoi. Enfin. Après, c'est devenu, c'est arrivé plus récemment, la partie entraîneur, alors, au club au début. Et puis en fait, après au niveau professionnel, ouais, je me suis un peu pas mal réorienté parce que du coup, là où j'étais avant en comptabilité, l'entreprise marchait moins bien, il y avait un plan social, donc du coup j'ai eu le choix soit de quitter la région pour faire l'entreprise, soit de quitter l'entreprise. Et j'en ai profité du coup pour passer une formation, un diplôme professionnel sur l'éducateur sportif. Et puis, donc du coup, l'idée au début, c'était de faire un petit peu de coaching à distance, parce que du coup, avec le blog, j'avais régulièrement des demandes, mais que je ne pouvais pas faire, parce qu'il faut un diplôme pour pouvoir le faire. Et puis, donc, que je refusais, mais je m'étais dit, ça peut être intéressant, donc ça fait un petit moment que je regardais quand même pour pouvoir le faire. C'était l'occasion. Donc l'idée au début c'était de retrouver un autre job à côté. En comptabilité et puis faire un petit peu de coaching comme ça pour ceux qui le demandaient. Et puis donc c'était 2014 la formation, donc en 2015 j'ai essayé. J'ai eu beaucoup de demandes en fait dans la partie sportive et puis assez peu de pistes sur la partie comptabilité. D'accord. Donc à partir de 2016, j'ai pris la décision de plus chercher en comptabilité, de faire que de la partie sportive. Donc tu vois, depuis ça tourne. Ouais, tu as réussi à rééquilibrer tes revenus pour que ça soit. Voilà, donc du coup, je propose non seulement du coaching à distance avec la préparation, l'élaboration de plans individualisés, et puis des animations de séances auprès de particuliers ou auprès de clubs ou auprès de certaines marques. Je suis aussi dans la marche nordique, donc j'ai des séances de marche nordique également. D'accord. C'est vrai que du coup maintenant ça me prend une bonne partie des entraînements parce que du coup il y a pas mal de sorties que je fais pour encadrer. C'est vrai que du coup mon entraînement à moi maintenant passe un petit peu derrière et parce que
vrai, quand on encadre une sortie, il y a des jours où j'ai 3 sorties encadrées à la suite, donc derrière je peux